sans plus attendre, je vous propose de passer à l'intervenant suivant, qui est Guillaume Brunel, donc, qui est enseignant-chercheur dans l'équipe agrotique à côté Montpellier, voilà, et qui va nous parler. Alors là, plutôt, on va rentrer dans le concret sur les outils, plutôt, après la présentation de Christian. Donc, quels outils pour explorer et mettre en œuvre l'IAG qui sont disponibles aujourd'hui? Voilà, merci. À toi. Merci. Donc, comme on a vu avec Christian, donc là, on va s'intéresser à ce qu'est capable de faire une IA générative, c'est-à-dire créer du contenu. Et donc, un petit point, donc on va donner des instructions. Ces instructions vont être utilisées dans l'IA générative pour créer du contenu. Et donc, l'idée, c'est de balayer ici quelques outils donc, qui sont aujourd'hui les plus utilisés pour créer un type de contenu spécifique. Et avant tout ça, parce qu'en fait, on l'aborde rarement, il y a les instructions qu'on appelle un prompt. Et on va voir ensemble très rapidement en fait, ce que c'est un prompt et ce qui des fois pose problème quand on débute avec l'IA générative. L'IA, elle a besoin d'un prompt, elle a besoin d'instructions. Et en fait, cette instruction, elle va être primordiale pour obtenir une bonne réponse. Alors, bonne, j'ai mis entre guillemets, parce qu'en fait, comme disait Christian, ça va être une suite de probabilités. Et en fait, elle est toujours bonne, mais par contre, elle ne va pas forcément nous convenir à nous. Et donc, pour avoir une réponse qui nous convienne à nous, il est primordial de bien formuler ce que l'on souhaite. Et là, je vous ai donné un exemple sans forcément donner les résultats associés. Mais en fait, si on pose une question à l'IA ou si on lui demande de rédiger un email qui demande une mise à jour d'un statut, il va générer quelque chose. Par contre, si on commence à spécifier exactement ce qu'on veut dedans, quelle est l'équipe associée, quelles sont les stratégies de mise en place, et bien là, le corps de l'email va être de plus en plus construit et va être sûrement plus pertinent par rapport à ce que l'on voulait. Et donc ça, aujourd'hui, en fait, ça a fait émerger un nouveau métier qui s'appelle le prompt engineering, qui est en fait un métier qui est des gens spécialistes dans la structuration de prompts. Et donc là, par exemple, je vous ai mis une petite illustration en mettant juste art du prompt. Donc ça a créé une image, ce n'est pas moi forcément qui l'ai choisi. Et on retrouve aussi sur Internet alors là, ils ont été assez modestes en l'appelant le prompt parfait, qui propose une structure avec, dedans, il faut décrire le rôle, la tâche, les contraintes, la tonalité. Et en fait, tout ça, ça va permettre de générer une réponse qui va être la plus proche de nos besoins et de ce que l'on souhaite. Et Guillaume, là, tu es en train de nous dire qu'il y a une école du prompt avec des métiers et des salaires associés ou... Effectivement. Alors, des écoles, je ne sais pas, aujourd'hui, on trouve des formations, en tout cas en ligne. Et donc, je ne sais pas trop ce qu'elles valent. Et les salaires, alors, c'est très variable. Si vous voulez regarder les écoles, les salaires sont très, très hauts. Quand j'ai un peu creusé, on est plutôt aux alentours de 3 000 nets, ce qui est déjà pas mal. Hein. Mais on voit qu'il y a quand même une baisse, mais un peu comme tout sur les métiers de l'informatique, des salaires aujourd'hui. Hop là. Donc maintenant, si on s'intéresse un peu plus aux outils, donc je vais essayer que ce ne soit pas trop un catalogue, je vous ai mis ici, alors ça a été mis à jour en mars 2024, les 50 outils d'IA générative les plus utilisés. Et donc ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y en a beaucoup et que ces outils sont généralement spécialisés pour beaucoup. Et donc ces 50, en fait, si j'avais pris la productivité, il y a aussi un top 50 des IA pour la productivité, un top 50 pour les images. En fait, aujourd'hui, on se retrouve avec un nombre de solutions d'IA générative très grand, et donc on peut être un peu perdu. Et donc l'idée, c'est de naviguer ici ensemble sur quelques modèles qui peuvent être intéressants et qui peuvent être intéressants notamment pour nos métiers. Et donc, hop, si on passe, donc juste on va, un qui est peut-être le plus utilisé ou qui sera le plus intéressant pour tout le monde, ça va être la génération de texte que j'ai mis aussi avec les chatbox. Alors la différence, le chatbox, c'est plutôt des questions-réponses. La génération de texte, c'est plutôt du contenu directement. Et par exemple, donc je vous ai mis les 5 peut-être les plus connus. Alors Mistral n'apparaît pas dans le top 50, mais c'est une IA générative française européenne. Donc je l'ai mis pour plus des questions RGPD où elle est un peu plus sécurisée a priori que les autres. Et par exemple, on retrouve les grands groupes comme ChatGPT, donc qui est le leader dans quasiment tous les classements, même s'il est généraliste. Et après, d'autres comme Gemini de Google ou Copilot de Microsoft. Et donc, si je vous montre un exemple avec ChatGPT et que je lui demande de me citer, de faire une liste avec 5 fonctionnalités qu'il est capable de faire, et il va par exemple vous produire cette liste que j'ai reprise. Donc, il est capable de générer du texte, il va être capable de faire de la traduction, de répondre aux questions, d'adapter des styles, de reformuler. Et si je fais un petit focus sur l'adaptation de style et la reformulation, donc là, je vous ai pris un petit extrait d'une fable de La Fontaine, et puis je lui ai demandé de
reformuler un ton plus familier. Donc, je vais essayer éventuellement la réponse. Ça, en fait, ça, à part là le côté un peu drôle, c'est un aspect assez intéressant pour éviter le syndrome de la page blanche. Parce que des fois, on peut être au départ, on a envie d'arriver à avoir un texte qui est déjà très bien structuré, très bien dit. Avec l'IA générative, on peut mettre du texte au kilomètre, on va écrire, tant pis si c'est mal formulé, lui demander de le reformuler, et lui, il va généralement le faire très bien. Et donc ça peut par exemple être un gain de temps assez intéressant. Maintenant, si je regarde un peu au niveau du contenu multimédia, donc ça va être la même chose. On va avoir un prompt, on va écrire ce que l'on veut. Donc par ici, de dessiner une illustration d'une fleur, et on va avoir le résultat. Et donc ça, il y en a des très connus comme DALL-E, Copilot, qui sont plutôt des IA génératives d'images assez généralistes, et des plus spécialisés comme Midjourney ou Leonardo, qui elles vont avoir, souvent on dit, des rendus un peu plus jolis parce qu'elles sont faites pour plutôt de l'illustration, alors que les deux premières sont assez généralistes. On peut aussi générer du contenu pour des présentations et des structures, par exemple avec Canva ou Gamma, qui permettent de faire ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va aussi retrouver, donc là je vous ai fait un petit screenshot de la galerie d'images produites sur Midjourney, parce qu'on va retrouver ici des exemples. Et si je clique sur la feuille, je vais retrouver le prompt, et donc je sais comment reproduire ces images-là. Donc ça a souvent un effet waouh, quand on les utilise les premières fois, on est assez content. Par contre, dès qu'on veut éditer, autant sur le texte, c'est facile, on a la main, on peut refaire. Autant sur les images, si on n'est pas un peu graphiste, c'est compliqué. Et c'est aussi pour ça qu'au départ, on est très content. Et puis dès qu'on veut les utiliser en vrai, on est un peu frustré parce que ça ne va jamais pile comme on a envie et c'est un peu dur de modifier. Autre chose sur la productivité, ça va faire un lien avec ce qu'a dit Christian, c'est lui qui me l'a fait découvrir. L'utilisation d'une IA qui va permettre de synthétiser de l'information. Et donc là aussi, je fais un peu de chauvinisme en utilisant un document, donc Precision Agriculture, c'est un colloque sur l'agriculture de précision qu'on a fait ici à Montpellier en 2019. Donc c'est un gros document de 1030 pages avec 128 articles. J'ai demandé à NotebookLM de faire de la recherche dessus. Et donc là, je vais vous montrer des résultats. J'ai demandé, par exemple, quelles sont les méthodes pour surveiller l'état hydrique des vignes. Et en fait, ce que vous voyez, c'est la réponse qu'il a produite. Donc il a été capable, d'une part, de synthétiser l'information avec des méthodes directes et indirectes. Donc ça, c'était écrit nulle part, c'est lui qui a fait cette synthèse. Et à chaque fois, au sein de ces différentes méthodes, d'aller identifier différentes valeurs, différentes synthèses à travers ces exemples-là. Et ce qui est intéressant, c'est que si on clique sur les petits numéros, ça nous ouvre les références directement du document et ça va nous mettre à la bonne page, donc l'endroit où il a trouvé l'information. Et par exemple, par rapport à ChatGPT, il va vraiment se baser que sur le corpuscule de connaissances qu'on lui a donné, il ne va pas chercher plus loin. Donc voilà, ça c'était une des choses qu'on peut faire et qui peut être un gain de temps très pratique quand on a beaucoup de documents. Et il peut prendre plusieurs documents pour faire une synthèse d'un ensemble de corpus. Et pour aller plus loin, donc là c'était ce que l'on voit généralement de base. Et je vais vous laisser ce qu'on peut classiquement utiliser dans nos métiers, mais aussi on va essayer de se projeter un peu plus loin sur des nouvelles fonctionnalités. Je vais revenir sur NotebookLM. Et NotebookLM, en fait, il a la capacité de générer des podcasts. Et donc là, par exemple, je vais vous laisser un court extrait de ce qu'il a produit. Talking drone selfies with the grapes then, what's the tech behind it? It's pretty cool, actually. These drones use these special cameras and sensors, and they can actually analyze the grape size, density, even sugar content, all from the air. Wow, no way. Et donc voilà. Là, alors pour l'instant, c'est que en anglais, sachant que je ne l'avais pas dit, mais si je reviens sur la slide d'avant, par exemple, les questions étaient en français, le texte était en anglais, mais ça, évidemment, ça ne lui pose aucun souci. Et j'étais assez étonné quand j'ai essayé cette fonction de podcast. Et en fait, on a vraiment l'impression qu'il y a deux personnes qui parlent avec des intonations. Ils disent « Waouh, c'est génial !» Et en fait, je pensais que j'allais avoir un texte un peu linéaire, mais en fait, pas du tout. Et là, je lui ai demandé de faire comme il voulait. Et c'était vraiment intéressant. Et évidemment, on peut lui demander de générer sur une question qui nous intéresse. Et du coup, c'est quelque chose qui est un peu plus interactif que de lire beaucoup de lignes. Donc ça, c'est par exemple la production de podcasts. On peut aussi maintenant générer des vidéos, donc notamment générer des vidéos à partir d'images. Donc là, c'est une photo, une image à la base du Petit Prince et un petit prompt qui lui dit d'animer l'image pour avoir cette sensation-là d'une espèce de dézoom. Et ben ça, c'est des choses comme les IA un peu spécialisées, comme KlingAI, qui va permettre de faire ça. Et ils permettent aussi de faire un truc, je trouve, assez fou, qui s'appelle du brush motion. Donc là, on tape même plus de texte. On va sélectionner un objet, on va lui donner un mouvement,
et il va pouvoir le reproduire. Et vous voyez le chat, par exemple, qui va bouger. Donc, et on peut avoir plusieurs objets animés en même temps. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, pour nos métiers, je ne sais pas trop à quoi ça va servir, mais je trouve ça assez joli. Hein? Oui, et c'est des chats. Dans l'équipe, il y a un petit chat-chien, vous savez, ma team. Et après, donc ça, pour les développeurs, je pense que ceux qui développent normalement ont conscience et l'utilisent déjà fréquemment. Je crois qu'aux États-Unis, il y avait une stat, c'est je crois 80% des développeurs qui utilisent quotidiennement l'intelligence artificielle dans leur métier. Je pense qu'en France, on doit être pas loin aussi. Et donc, on a des outils intégrés. Donc là, on a ce qu'on appelle un IDE, donc c'est notre environnement de développement, et on a des plugins directement intégrés qui vont nous permettre, en fait, de pouvoir utiliser l'IA pour générer du code, pour corriger. Et donc, on a notamment l'utilisation de Copilot qui est assez connue. Et dans les développeurs seniors, ils disaient que des gens, avant un process qui me prenait une semaine, aujourd'hui, avec l'IA générative, en une demi-journée, j'ai le temps de faire la même chose et l'autre demi-journée après de faire des tests pour être sûr que tout soit stabilisé. Donc on voit qu'il y a quand même un gain de temps qui est assez impressionnant. Et peut-être pour le futur, alors j'espère pas me tromper, mais je vais dire quand même un peu des généralités, c'est que l'IA, elle va être de plus en plus performante. Ça, on le voit, si vous suivez sur LinkedIn ou sur Twitter, on voit qu'il y a énormément d'annonces. Elle va être de plus en plus intégrée à nos outils du quotidien. Donc aujourd'hui, par exemple, sous Word, il n'y a pas la génération d'images par défaut, enfin de texte par défaut, mais on peut s'imaginer que dans quelques temps, ce soit directement intégré. Que ce soit évidemment plus démocratisé. Donc là, on le voit, il suffit de voir sur nos étudiants, en fait, il y en a de plus en plus qui l'utilisent, voire qui ont les versions payantes. Donc on sent que ça arrive dans les mœurs. Et qu'il y aura aussi plus d'automatisation. Donc d'automatisation, ça va être pour répondre automatiquement à certains emails, faire du tri, etc. Et c'est fini pour ma présentation. Merci Guillaume. Merci Guillaume pour cette présentation. On a du temps pour une petite question. Ah, Nicolas. Peut-être avant de poser la question, présentez-vous. Bonjour, merci Guillaume. Nicolas Daoui, société Furgo, on fait des capteurs pour l'agriculture. Moi j'avais une question sur, étant donné que sur les images on peut mettre un filigrane par exemple pour identifier que ça a été créé avec une IA et que sur les textes non, est-ce que tout ce qui est génération de texte et de code est condamné à ne plus évoluer à partir du moment où ce qui est disponible sur Internet est déjà largement pollué par ce qui a été produit par de l'IA? Alors, sur les types de réponses, je veux dire, sur la qualité des réponses, je ne sais pas si ça pourra continuer à évoluer. Aujourd'hui, c'est vrai que ça se base sur déjà un énorme corpuscule, et comme il y avait sur la vidéo introductive, ça ne va pas vraiment créer. Par contre, je pense que sur la troisième brique, qui est sur la partie comment je traite les données et comment je les retransforme et comment je les corrige, là, à mon avis, ça peut encore évoluer. Et on le voit aujourd'hui, les réponses sont de plus en plus pertinentes. Mais après, peut-être qu'à terme, ça c'est dit, on va arriver sur des réponses de plus en plus consensuelles et identiques. Et peut-être que c'est un peu le biais des IA.